Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation d'Arviz pour le StanCon 2020. Euh, toutes les informations et les notebooks, les liens, etc., dont on va parler dans cette présentation sont présents sur le dépôt GitHub donc consacré au StanCon 2020. Voici la page sur l'organisation Arviz Dev et le dossier Arvis MISC, et là ensuite vous aurez StanCon 2020. Alors quelque chose à noter, c'est que on est une communauté de développeurs cosmopolite, donc on a fait la présentation en plusieurs langages comme vous pouvez voir ici. Donc si vous préférez une autre langue, anglais, catalan, français, finlandais, espagnol, n'hésitez pas à aller sur le repo et à lancer la présentation. Vous avez juste à cliquer sur le lien Binder et ça va vous lancer cette présentation. Donc, pour se lancer en français, alors si vous suivez en même temps sur le lien Binder, vous avez juste à appuyer sur la touche espace pour passer à la slide suivante. Voilà, comme ceci. Donc, alors rapidement, de mon côté, moi je m'appelle Alexandre Andorra, donc je suis un des développeurs de Arviz. Et je travaille en tant que data scientist à Paris et je travaille notamment beaucoup sur des modèles bayésiens. Je contribue notamment également au package PyMC qui est lui un langage de probabilistic programming en Python. Tout cela nous amène à Arviz, puisque Arviz, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un package qui est principalement en Python et Julia pour l'instant, mais vous allez voir que en fait le langage sous-jacent n'est pas vraiment si important que ça. Et donc à quoi sert Arviz? Ça sert en fait à faire toutes les étapes que vous faites d'habitude après votre modèle. Donc on a ici un schéma du workflow bayésien. Donc en rouge, vous avez les étapes que vous utilisez avec votre langage de probabilistic programming. Donc ça peut être n'importe lequel, hein, PyMC, TensorFlow Probability, NumPyro, Stan, ce que vous voulez. Et donc là, en général, ça correspond à la création du modèle, le perfectionnement du modèle, entraîner le modèle sur les données, et ensuite évaluer les samples du modèle. Et même là, en fait, même là, on commence à arriver dans l'étape un peu euh, en aval. Et donc, toutes ces étapes qu'on effectue en aval de la récolte des données, puis de la construction du modèle et du fait d'entraîner le modèle, à partir de ce moment-là, une fois qu'on a les samples de notre modèle, là intervient le rôle d'Arviz. Donc par exemple, ça va être d'évaluer votre prior predictive distribution. Alors il y a beaucoup d'anglicismes, hein, désolé, mais bon, je pense que c'est plus simple pour tout le monde. Donc évaluer votre prior predictive distribution, ça va être aussi d'évaluer la posterior predictive distribution, évidemment, et ensuite de résumer votre distribution postérieure pour ensuite soit prendre une décision à partir de ça, à partir d'une fonction de coût, ou alors de communiquer vos résultats à votre audience. Voilà, donc en gros, ce à quoi vous sert Arviz. Et donc ce qui est intéressant à remarquer, c'est que donc voilà ces étapes qu'on a vues en rouge sur la slide précédente, vous les faites dans le langage de votre choix. Hein. Donc ici on en a beaucoup, hein, mais donc PyMC, TensorFlow, NumPyro, Stan, voilà, donc vous le faites où vous voulez. Et à partir de ça, vous obtenez vos traces, vos chaînes de Markov. Et donc là commence le travail d'évaluation du modèle, de compréhension du modèle, et puis probablement d'amélioration du modèle. Et donc c'est là qu'Arviz est très intéressant, puisque les chaînes, les échantillons, les diagnostics, les visualisations, bien c'est les mêmes, quel que soit le langage de probabilistic programming que vous avez utilisé. Et donc en fait Arviz se propose de regrouper tout cela sous la même ombrelle.
Et c'est plutôt utile parce qu'il n'y a pas que la distribution postérieure dans le bayésien. Il y a le prior prédictif, comme on en a parlé tout à l'heure, mais vous voulez aussi savoir si votre chaîne de Markov contient des divergences. Vous avez aussi besoin des logs probabilités pour les diagnostics. Et cela, c'est donc en dimension n, vous avez votre chaîne et vos samples. Mais ensuite, quand vous passez à des modèles hiérarchiques, donc par exemple que vous avez un modèle à l'échelle de la France, mais que vous regardez aussi les départements, par exemple, donc là, vous allez avoir à chaque itération de la chaîne de Markov un sample au niveau de la France et un sample pour chaque département. Donc à chaque itération, ça vous fait minimum 97 samples. Donc là, vous voyez qu'on augmente le nombre de dimensions et le nombre de paramètres. Et c'est très très dur de gérer tout ça déjà nous-mêmes en tant qu'humains. Et même en fait dans un NumPy array, ça devient très compliqué dès que vous avez, on va dire, plus de 3 ou 4 dimensions. Ça devient compliqué de savoir à quoi, quelle dimension fait référence. Est-ce que ça c'est la slope? Est-ce que ça c'est l'intercept? Est-ce que ça c'est un département? Ou est-ce que c'est l'ensemble du pays? Si c'est un département, lequel c'est? Voilà, donc là, l'idée, c'est en fait de faire reposer Harvey sur un, euh, un, un- disons, un, une façon de gérer les données qui ressemble à Pandas finalement. Donc, on a vu avec Pandas que les data frames avec des index intégrés avaient beaucoup de valeur pour l'analyse de données. Et ben, en fait, le côté multidimensionnel des données bayésiennes présente souvent finalement les mêmes défis et donc euh, le format qu'on utilise qui s'appelle l'inference data, l'inférence data si on veut en français, c'est l'une des solutions possibles pour gérer tous ces samples multidimensionnels. Donc vous pouvez cliquer sur ce lien pour avoir la spécification complète, mais rapidement, à savoir, donc en fait, il y a dans chacune des analyses bayésiennes que vous faites en général au moins 5 groupes, hein, donc comme on a vu tout à l'heure, vous avez votre postérieur, mais vous avez aussi le prior, évidemment vous avez les observations, vous avez les sample statistics pour regarder les diagnostics et savoir si votre sampler a bien fonctionné ou s'il a eu des problèmes, et vous avez le postérieur prédictif pour évaluer votre modèle out of sample en général par exemple. Et donc tout cela, tous ces 5 groupes sont enregistrés dans un format de données commun qui s'appelle l'inférence data dans Harvey's. Et la chose intéressante de tout cela, c'est que l'inférence data peut être enregistrée dans un format qui s'appelle le netcdf4, que vous connaissez probablement, et qui permet finalement de sérialiser cette inférence data, de l'enregistrer sur votre disque de manière fiable et stable, et ensuite de le recharger ou de le partager. Par exemple, vous utilisez Stan pour faire tourner vos modèles, mais vous avez un collègue qui a besoin de vérifier si votre modèle sur Stan a bien tourné, ou vous avez besoin des retours de ce collègue. Et bien ce que vous pouvez faire, c'est d'enregistrer votre objet inférence data créé dans Stan sous le format netcdf. Votre collègue va pouvoir y accéder et il va le charger sous format netcdf dans Harvey's également, et derrière lui il peut faire toutes ces vérifications, toutes ces explorations comme il le fait d'habitude quand il fait tourner ses modèles PyMC, mais là tout simplement avec Harvey's alors que le modèle a été runné dans Stan. Alors si on va un petit peu plus dans le détail de l'inférence data, donc il y a cette lecture de fichiers netcdf en locaux dont je viens de parler, et donc on va regarder aussi la façon dont on peut générer un objet inférence data, comme je vous en ai parlé, directement depuis un modèle qui est fité, donc par exemple de PyStan, et vous allez voir un peu quel est ce workflow et l'intérêt de tout ça.
Juste une petite note pour dire que donc on peut intégrer Arviz donc avec PyStan, mais il est aussi intégré avec CommentStanPy, avec CommentStan, également avec Julia depuis CommentStan.jl. Et puis si vous travaillez directement dans Python, par exemple avec Python, avec PyMC ou avec TensorFlow Probability, bah voilà, vous pouvez également utiliser Arviz. Donc comme je le disais tout à l'heure, par exemple, mettons que vous avez enregistré ce fichier netcdf que vous avez fait tourner issu de votre modèle en local, et bien ici, grâce à cette commande toute simple, votre collègue va pouvoir charger l'objet inférence data. Et le truc assez génial, c'est que voilà, donc vous avez enregistré sous le même objet inférence data l'ensemble des groupes qu'on a vus tout à l'heure. Donc évidemment, vous avez le postérieur. Donc là, vous pouvez voir que vous avez, on a 85 comtés, on a fait tourner 4 chaînes. Dans chaque chaîne, il y avait 500 samples et vous avez 85 comtés et un paramètre qui contient, qui est bidimensionnel. Donc ici par exemple, donc ici vous avez les coordonnées de chacune de ces dimensions. Donc les chaînes, effectivement comme on a vu il y en a 4. Les draws, donc les samples, ça va aller de 0 à 499 puisqu'on est dans Python ici. Ici vous avez les comtés, donc vous aurez le nom des comtés. Donc ça va être très intéressant par exemple quand on va faire des graphes, parce qu'en fait au lieu d'avoir county 1, 2, 3, etc., vous allez avoir directement le nom des comtés. Et ici, vous avez toutes les variables, en général, ce sont les paramètres que vous avez utilisés dans le modèle avec la shape correspondante. Donc on voit ici que j'ai, par exemple, donc voilà, c'est chain, draw et gcoef, donc ici il y en a 2. Donc ici ça nous donne une façon de comprendre comment la shape de ce paramètre fonctionne. Pareil pour zday county qui lui a une shape qui dépend du nombre de comtés. Donc là, il y en a 85. Donc voilà, ça vous donne une idée. La forme, la shape va être 4 par 500 par 85. Voilà. Et donc ça, donc c'est pour le postérieur, mais vous avez la même chose pour le postérieur prédictif, pour la log likelihood, vous avez les sample stats, le prior, ça c'est très intéressant, par exemple aussi les priors prédictifs, quelque chose d'assez sympa aussi, c'est d'avoir les données qu'on a fournies au modèle sont également enregistrées dans un groupe dédié. Et donc, voyons comment ça fonctionne avec PyStan directement. Comment ça fonctionne avec PyStan directement. Donc ici, on a importé PyStan, on génère une random variable. C'est un modèle très très simple, mais voilà, on a notre modèle ici. On essaie d'inférer la loi de probabilité qui a généré ces variables Y. Donc ce qui est la ligne qui est importante, on va dire, c'est donc la ligne où on sample le modèle. Et donc ensuite, vous avez en une ligne de code la transformation de votre fit, donc qui est un objet PyStan, en un objet inference data, idata underscore PyStan, juste en appelant la fonction from PyStan d'Arviz. Et donc là, le côté très intéressant pour vous en tant que praticien, ça va être que dans le même objet, vous enregistrez à la fois donc votre postérieur fit, mais également les datas que vous avez utilisées pour entraîner le modèle. Donc ça veut dire que déjà, vous n'avez pas besoin d'enregistrer cet objet PyStan quelque part avec un pickle ou des choses comme ça qui sont moins stables et beaucoup plus difficilement transférables à des collègues ou des pairs. Et également, vous enregistrez les données en même temps. Donc vous n'avez pas besoin d'enregistrer plusieurs objets à la fois, sans faire attention, vous écrasez un objet que vous aviez enregistré. Non, là voilà, vous avez un seul objet dans lequel il y a chacun des groupes. Et donc quand vous lisez cet objet, quand vous le relirez plus tard, vous verrez vos groupes enregistrés. Donc effectivement, on a le postérieur comme on l'a enregistré, donc chain et draw avec mu et sigma, puisqu'effectivement il y avait 2 paramètres dans notre modèle, mu et sigma. Et vous avez également vos data, observe data ici. Donc effectivement il y en a 1000
Oui, comme ici. Donc voilà, ça c'est un exemple très simple, mais qui vous donne une idée de la façon dont cela fonctionne. Et donc j'en parlais tout à l'heure. Euh, la façon, cette organisation que vous offre l'inférence data via les XArray, puisqu'en fait, inférence data est fondée sur une librairie qui s'appelle Xarray, dont je vous parlerai un peu plus à la fin, qui est tout simplement le but de XArray est une généralisation multidimensionnelle de Pandas, en fait, donc une gestion des données avec des index intégrés, mais des données multidimensionnelles, alors que Pandas, pour le coup, est très compliqué à utiliser avec des données multidimensionnelles et que NumPy, malheureusement, n'a pas ces index, donc voilà, XArray a été créé exactement pour ces cas d'usage. Eh bien, ça facilite aussi vos calculs parce que au lieu d'avoir à vous souvenir, ah oui, alors j'ai besoin d'indexer mon NumPy array avec, je prends toute ma dimension 0, mais j'ai besoin que de tel ou tel passage dans la dimension 1, puis la dimension 3, j'ai besoin de ça, puis la dimension 4, je prends tout. Et quand je multiplie un objet qui n'est pas de dimension 4, il faut rajouter une dimension, toutes ces complications que vous connaissez sûrement. Là, vous n'avez pas besoin de vous occuper de ces shapes, puisque tous les shapes mismatch sont gérés directement par XArray sous le capot. Et donc par l'inférence data. Et donc là, par exemple, si on veut regarder, explorer et diagnostiquer notre distribution postérieure, donc avec une fonction très simple qui est plot trace que vous utilisez très souvent dans vos analyses, mais qu'on veut par exemple au lieu du plot trace classique, un rank plot, eh bien on signale tout simplement ça avec un quark ici, un keyword argument rank bars, et donc on obtient ce graphe là. Et donc vous voyez ici qu'on a chargé notre objet inférence data et que maintenant on utilise la fonction plot trace pour obtenir ce graphe. Et ici on voit que les groupes qui sont utilisés pour faire ce graphe sont les groupes postérieurs et sample stat, puisque vous voyez ici que ça, ici les petites barres noires, ce sont des divergences. Voilà, donc pour ça on a besoin des sample stats, alors que ici nous avons notre KDE des paramètres, donc pour ça vous avez besoin du postérieur. Si on regarde maintenant, on veut faire de la leave one out cross validation, donc avec du Pareto Smooth importance sampling, donc là c'est très simple également. On a toujours notre objet inférence data qu'on a chargé précédemment, hein, souvenez-vous, ici. On l'a chargé ici, voilà. Et donc ensuite on l'enregistre en tant que iData, en objet iData, et on a simplement à appeler la fonction loo de Harviz pour obtenir notre leave one out cross validation. Et ici, uniquement le groupe log likelihood est utilisé. Là, on entre maintenant dans un cas d'usage très très utile en pratique quand vous faites des modèles, un tout petit peu plus complexe, parce que là il y a besoin des groupes observe data, parce que vous voyez ici en noir c'est les données observées, et du groupe prior predictive évidemment, puisqu'ici on fait un prior predictive check. Donc vous voyez qu'ici on a en bleu pointillé la moyenne, et en bleu clair l'ensemble des samples que notre modèle s'attend à observer avant d'observer quelques données que ce soit. Et enfin, le cas le plus compliqué ici, qui est la leave one out probability integral transform, où là on a besoin de 3 groupes, log likelihood, posterior predictive et observe data, pour obtenir cette ligne bleue dense, avec les lignes un peu moins denses derrière. Mais vous voyez que là encore c'est très simple, puisqu'on a simplement appelé la fonction Harviz avec l'objet inférence data. Alors comme on l'a vu, les avantages de l'inférence data et d'Harviz avec ça sont très nombreux. Je viens d'en parler, des représentations de données multidimensionnelles qui sont du coup
commune à tous les langages, que vous ayez utilisé TensorFlow Probabilité, Stan ou PyMC, eh bien, vous avez toujours vos mêmes objets que vous pouvez utiliser, quel que soit le langage qui a utilisé en amont pour entraîner les modèles. Et cela va avec un format NetCDF qui est permanent, qui est transférable. C'est pas comme du pickle sur Python par exemple et qui va marcher sur différentes machines. Donc vous pouvez transférer ça à vos collègues sans avoir le fameux problème de It works on my machine. Et évidemment, avoir ces données facilement partageables, ça facilite la reproducibilité des résultats, puisque par exemple, vous avez donc ce collègue qui a besoin de votre aide sur un modèle, et donc vous faites l'analyse de données postérieures avec l'inférence data. Mais par exemple, si vous êtes dans le monde académique et vous faites une review de paper, par exemple, et que les auteurs du papier vous ont donné accès à un objet inférence data, ou plus précisément un fichier NetCDF, et ben vous pouvez charger ce fichier NetCDF avec Arviz, et à partir de là, non seulement reproduire l'ensemble des graphes qui ont été produits dans le papier, mais également faire aussi vos propres vérifications à vous. Avec les différentes fonctions d'Arviz et puis même avec vos propres besoins. Tout cela est customisable assez facilement. Et d'un point de vue designer de Probabilistic Programming Language, si vous développez Stan ou TFP ou PyMC, cela vous permet de vous concentrer sur votre PPL, sur les algorithmes, sur les diagnostics des algorithmes, et pas sur les diagnostics de chaîne, les diagnostics qu'on opère en aval, et pas non plus sur les graphiques qu'on a besoin de faire, mais tout cela est fait après l'inférence. Vous pouvez vous concentrer sur vos algorithmes et laisser le travail de graphique et de diagnostic à des librairies comme Arviz grâce à l'inférence data. Alors évidemment, l'inférence data, ce n'est pas non plus une panacée, puisque déjà elle est spécifique aux méthodes Markov Chain Monte Carlo, dans le sens où nous n'avons pas encore la possibilité de faire cela pour la variational inference, par exemple, des méthodes comme ADVI. Cela n'est pas encore disponible dans la librairie. Bientôt, on l'espère, mais pas encore. Et bien sûr, cela ne rend pas l'ensemble du workflow bayésien reproductible. Cela rend reproductible seulement certaines parties, comme on en a parlé. Forcément, tout ce qui est antérieur à l'inférence et l'inférence elle-même sont gérés par votre package d'analyse de données préféré, et par votre package de probabilistic programming. Et cela n'est pas géré par l'inférence data et Arviz, mais voilà, ensuite tout ce qui vient après est reproductible, donc et en plus peut s'intégrer au sein d'un workflow bayésien bien établi. Donc on considère que c'est tout de même un pas dans la bonne direction. Vous pouvez en fait de votre côté ajouter la fonctionnalité inférence data à votre librairie sans avoir à utiliser tous les goodies que je vous ai montrés jusqu'à présent. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser simplement l'inférence data comme un format commun, comme on en a parlé avec NetCDF. Et par ailleurs, il n'y a aucune obligation d'utiliser Arviz ou même d'utiliser Python, puisque tout cela est donc non seulement Probabilistic Programming Language agnostique, mais est aussi language agnostique tout court. Donc le R de Arviz, c'est pas seulement la lettre de l'alphabet, c'est aussi le langage de programmation. Vous pouvez utiliser ça dans n'importe quelle librairie et dans n'importe quel langage de programmation. Et nous, le Core Package, on accueille évidemment toute aide et tout soutien avec grand plaisir. L'un de nos objectifs, donc, c'est de perfectionner
le schéma de l'inférence data, d'ajouter également des fonctionnalités comme par exemple pour la variational inference, et puis également toute forme de diagnostic et de graphes qui sortent, puisque la littérature sur ces sujets est très dynamique. On pense aussi qu'il y a plusieurs améliorations à apporter, comme par exemple une meilleure prise en charge des structures pour les sparse data, pour les données qui sont assez spartiates, on va dire. Et également quelque chose de très utile que vous pouvez faire, c'est de partager publiquement votre code ou vos retours et les modèles et les graphiques que vous avez construits, par exemple dans des blog posts ou des articles, des Jupyter Notebook, dans ce que vous voulez, des vidéos. Mais voilà, effectivement, parce que non seulement, d'une part, ça montre à l'ensemble de la communauté ce qu'il est possible de faire avec l'inférence data et avec Arviz et les avantages que tout cela a, mais également cela permet à nous, les core développeurs, de comprendre la façon dont les gens utilisent le package, les potentiels problèmes qu'ils ont et derrière d'améliorer tout ça. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, donc vous avez ici les liens vers le package Python Core, le package également en Julia, ici également un notebook qui explique plus en profondeur Xarray et la façon dont il est utilisé dans Arviz, et ici également notre schéma pour l'inférence data. J'espère que tout cela vous inspire beaucoup de remarques, de commentaires, de suggestions, de questions. Je serais très heureux d'en parler avec vous dans les sessions live. Il y en aura plusieurs, et donc ce sera plusieurs Arviz Dev différents, selon la time zone qui vous répondront. Mais j'espère vous voir sur place, et j'en serai très heureux. J'espère que cela vous a plu, et surtout, bon StanCon 2020.